Bien, bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'enchaîner avec la même pertinence, une pertinence liée à donc, un bilan d'expérience locale. Vous l'avez vu, on le fera peut-être sous une forme plus interactive en nouant déjà un débat ici à la tribune entre les différents intervenants. Et puis, en vous donnant également la parole, n'hésitez pas, on a la chance d'avoir un panel d'intervenants qui est sur le terrain. Les prédécesseurs l'étaient également en tant que juristes universitaires, mais eux qui sont sur le terrain, qui ont des expériences à nous faire partager. René Souchon, je ne le présente pas, mais vous verrez la richesse de son parcours et vous pouvez, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, lire son ouvrage publié il y a 18 mois, un peu moins de 2 ans, René, c'est ça ? Il y a un an, juste, voilà. Ruralité, quel avenir ? Citadin, cela vous concerne aussi, où, sans hors-sujet, il balaie très large et fort de ses expériences ministérielles de président de région, d'élu de ville et de campagne du Cantal, il propose et il met vraiment le doigt là où parfois ça fait mal. Autre élu, Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, mais ancien président du Conseil général et du Conseil départemental de la Nièvre et co-président fondateur et président actuel de l'Association nationale des nouvelles ruralités. Il vous en dira un mot au cours de son propos, qui milite pour une prise en compte des dynamiques de la ruralité avec tout un tas de partenaires dont la Caisse des dépôts et le CGET. Et donc deux autres acteurs de terrain, mais également avec une vision élargie. Stéphane Rodier, qui vient de pas très loin d'ici, du parc du Livradois-Forez, et qui est élu Thiernois et qui travaille sur plusieurs sujets ruraux, en particulier la précarité, mais également le développement dans le cadre du parc. Et enfin, Laurent Bonnard, qui est le directeur du développement économique de la Comcom Cœur de Lozère, et qui réalise actuellement, dans le cadre d'une activité de doctorant, un travail sur l'ingénierie des intercos et le rôle des élus. Stéphane Rodier, quand, pour faire le lien, on a terminé ce matin avec François Descœurs, qui a déjà été très, très concret, et c'était une très belle transition, avec la séquence pratico-pratique que l'on ouvre, vous, dans ce que vous entendez sur cette ouverture globale de la problématique de l'adaptation des outils de l'interventionnisme économique local en milieu rural, vous vous retrouvez, c'est quelque chose qui vous parle ? Oui. Vous m'entendez ou pas ? Oui. Oui. Alors simplement vous dire que moi je suis vice-président du parc Livradois-Forez sur la thématique économique. Dans un parc, c'est pas naturel parce que un parc naturel régional n'est pas un parc national. Et en fait, c'est un projet de territoire qui associe un certain nombre d'acteurs institutionnels. Et il se trouve qu'il y a à peu près plus de 50 parcs naturels régionaux sur la France entière et peu ont une mission économique. Le parc naturel régional du Livradois-Forez a la mission économique depuis sa création en 86. Donc oui, ça nous parle évidemment. C'est, on va dire, le parc est un outil qui permet en particulier de lutter contre... sur des territoires en général ruraux, pas toujours, mais principalement ruraux, qui ont des difficultés, d'essayer de lutter avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, il se trouve que lorsque le parc a été créé, il y avait une forte déprise démographique sur le territoire du Livradois-Forez. Et depuis 2000, nous avons légèrement regagné de la population. Donc, nous avons commencé à remplir en partie la mission que nos pères, puisque moi je n'étais pas présent lors de la création du parc Livradois-Forez, mon père l'était. Nos pères nous ont légué en fait ce message et nous devrons de suivre cette voie. Voilà. Nous étions hier à Paris dans un colloque sur l'attractivité des territoires organisé par les nouvelles ruralités, et le président de la Fédération nationale des parcs naturels, Michael Weber, nous disait
les parcs naturels sont un territoire de projet, ça on l'a déjà entendu, c'est pas nouveau, mais les parcs naturels régionaux sont en capacité d'être un territoire d'ingénierie et d'ingénierie de développement. Oui, tout à fait. En fait, c'est même principalement cela. Un parc naturel régional, en fait, c'est une charte travaillée avec plusieurs acteurs, donc la région, les départements pour ce qui nous concerne, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire, et évidemment les communautés de communes et les municipalités. Et une charte, en fait, indique une direction pour un territoire donné. On sait très bien que permettre justement de fixer un cap avec plusieurs acteurs rend beaucoup plus fort, puisque l'ensemble des politiques est guidé vers un nord. Et le parc a une trentaine d'équivalents temps plein, principalement des ingénieurs, qui permettent justement d'aider, en particulier sur des thématiques qui peuvent être très différentes d'un parc à un autre, hein, puisque les chartes sont complètement différentes d'un parc à un autre. J'ai dit que nous avions la mission économique, ce n'est pas le cas de nombreux territoires. Et suivant les types de parcs, on peut avoir des thématiques ou d'autres. Et en particulier, donc sur le Livradois-Forêt, on peut s'occuper aussi bien évidemment d'une mission économique. On a des ingénieurs qui sont liés à toute la thématique urbanisme. En particulier, on sait qu'avec le désengagement de l'État, c'était quelque chose qui était important pour que le parc puisse reprendre ce qui était fait avant par les DDT, etc. Donc le parc a travaillé là-dessus. Et il y a évidemment tous les aspects forêt. Le Livradois-Forêt est une grande terre de boisement. C'est une richesse du territoire et malheureusement c'est une richesse qui est un peu perdue, qui a été perdue pendant de nombreuses années, puisque en fait le bois qui était produit sur place était exporté et réimporté sous la forme de meubles, de bois énergie, etc. Et donc il y a des véritables enjeux économiques qui font que les élus du territoire du Livradois-Forêt et de l'ensemble des élus d'une charte de parc travaillent en vue de sortir le territoire des difficultés qu'il peut rencontrer, mais aussi être innovant. C'est une des caractéristiques d'un parc, c'est qu'il peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas ailleurs. Voilà, et ça, c'est véritablement fixé par le Code de l'environnement. Concrètement, même si on le voit une fois de plus depuis ce matin, on rejette les modèles uniques et le seul exemple, mais un parc naturel régional sans la dimension économique, on perd un levier essentiel de progrès, et notamment celui de l'innovation, vous nous dites. Alors, l'innovation, on peut la mission économique, en fait, on peut voir l'économie de plein de manières différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur la forêt, on travaille sur de l'économie. Lorsqu'on travaille sur de l'agriculture, on travaille sur de l'économie. C'est pas forcément parce que la mission économique n'est pas inscrite comme telle dans une charte de parc que les parcs naturels régionaux autres que le Livradois-Forêt ne travaillent pas sur de l'économie. La petite différence par rapport à d'autres structures, c'est véritablement la transversalité, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, on va dire, le développement économique, de l'autre l'agriculture, de l'autre. Il y a une vision d'intérêt sur un certain nombre de thèmes qui permettent de passer d'un thème à un autre. Je vais prendre un exemple très particulier. En ce moment, nous travaillons avec le Grand Clermont sur un projet alimentaire territorial. Là, évidemment, il y a une vision de ce que doit être l'agriculture, une vision de ce que doit être l'économie, les circuits courts, et une vision de ce que devrait être à terme les changements de la fourche à la fourchette qui pourraient s'inscrire sur un territoire donné. Et c'est pour ça que le parc, de ce point de vue, est porteur non seulement d'actions, on va dire, pour lui-même, mais aussi qui peuvent être développées par la suite sur un espace beaucoup plus vaste. Et l'idée d'innovation est donc importante pour les parcs naturels régionaux. Si on en vient à votre casquette d'élu communautaire, on a vu également ce matin que se posaient les questions de gouvernance. On l'a clairement vu pour le dossier de l'urbanisme, la question de la participation de l'élu. Alors,
la gouvernance, c'est important, et l'association des citoyens. En général, c'est toujours important, mais c'est d'autant plus important dans les nouvelles communautés. Le sens, on en est tous convaincus, je crois, mais comment vous y prenez? Quels sont, là encore, les mécanismes? En fait, on a une petite expérience justement parce que l'on est sur un parc assez vaste. En fait, le parc naturel régional, c'est un peu plus de 100 000 habitants, hein, donc c'est quelque chose d'important. Et plus on est sur des territoires importants, plus il est difficile de toucher directement les citoyens. Mais l'ensemble des politiques qui ont été menées par le parc, en fait, c'est peut-être un point important sur lequel je n'ai pas insisté, c'est le fait que ce sont des politiques, on va dire, de long terme. C'est-à-dire qu'un parc n'est pas là pour faire des choses de très court terme ou même de moyen terme. Il fixe des horizons. Donc, il se trouve que le parc naturel régional est un syndicat mixte et que nous avons d'autres objets qui sont accolés à cet objet parc que sont le SCOT, le pays et le Sage d'Or. Ce qui permet justement des liens de l'ensemble, on va dire, de ces politiques en vue d'un objectif final. Et pour aller sur un travail comme un SCOT, ça doit obliger en fait l'ensemble des élus de se rendre compte de ce qui se passe au niveau très local. Donc, on a organisé typiquement des ateliers commerce. On a une grande thématique actuellement qui est la perte d'attractivité des centres-bourgs. Et typiquement, on a organisé énormément de réunions au niveau très local pour prendre la température, on va dire, des commerçants, des artisans et de ce qui se passait même à un niveau plus institutionnel, mais au niveau des élus locaux, pour être en capacité de fixer un cap. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir les deux, une dialectique entre le niveau très local et un niveau plus engagé. Pour que les outils de l'interventionnisme économique, ce qui nous réunit là aujourd'hui, fonctionnent, il faut une association directement, plus qu'une association des élus et des citoyens, une appropriation. Je crois que Franck Chéniaud de la Caisse des dépôts le traçait ce matin. Il montrait la manière dont la Caisse des dépôts on conduisait les études et ce qui avait fonctionné avec le cabinet de réflexion. C'est toujours une difficulté. On ne peut pas dire que de ce point de vue, je vais apporter des réponses très originales, mais effectivement, sans association entre le niveau très local et une idée beaucoup plus générale, on n'arrive à rien. Maintenant, la mise en œuvre elle-même est toujours compliquée. On fait pas... Il n'y a pas forcément une recette générale à appliquer de ce point de vue. L'idée, c'est déjà de partir sur des sujets qui peuvent être entraînants pour l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que la petite originalité d'un parc, c'est que même si la charte est un objet politique, il n'y a pas forcément d'enjeu de politique politicienne. Et donc, ça permet de se dégager parfois des luttes qui existent sur tous les territoires, et sur le territoire du parc en particulier, pour essayer, au-delà des hommes présents actuellement, des hommes et des femmes présents actuellement, de donner une direction. C'est vraiment l'idée, le projet plus fort que le clivage. Oui, en tout cas sur le livre de la forêt tel que je l'ai vécu, moi je suis élu que depuis 3 ans, donc je ne vais pas non plus vous donner une image idyllique, on va dire, des parcs, mais je crois que le fait que le parc n'ait pas en lui-même de compétences, mais simplement des missions, c'est-à-dire que ce n'est pas le parc en soi qui va mener des politiques, c'est-à-dire qu'il va tracer des caps, mais après, ce sera au niveau des communes, des communautés de communes, que vont être mises en place véritablement des actions qui découlent de l'ingénierie parc.
Typiquement, nous avons mené le volet commerce de l'étude. Alors, il y a un volet qui est lié au programme Leader qui est porté par le parc, mais la mise en œuvre très concrète des actions, ce seront les communes et les communautés de communes qui vont le faire. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un lien qui a été maintenu assez fort avec les communes et les communautés de communes. Alors, typiquement, nous avons une politique d'accueil de nouvelles populations et nous avons créé un réseau sur l'ensemble des communes. Il y a un élu référent à l'accueil qui vient sur un certain nombre de réunions au sein du parc pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce que doit être la direction et sur les bonnes pratiques communes entre les différents acteurs. Plus avec le rôle d'élu communal ou d'élu communautaire, est-ce que la dimension sociale que vous évoquez dans votre approche peut véritablement faciliter le message de l'interventionnisme économique, avec tout ce que ça peut comporter dans un territoire comme le vôtre qui a été fracturé depuis quelques décennies, ça se voit dans l'habitat, ça s'est vu dans les chiffres de l'emploi et de l'économie, même si ils sont repartis. Est-ce que sans mélanger les choses, mais la capacité à tenir un discours et un projet social, ça permet de construire l'initiative économique? Je le crois. La charte du parc, en fait, est fondée sur un principe de développement durable, donc associant évidemment le volet économique, le volet social, le volet environnemental. Tous ces volets sont interconnectés. Alors, vous le disiez, nous sommes un territoire qui a connu un certain nombre de difficultés. Nous avons en particulier deux villes, Thiers et Ambert. Thiers qui a connu de fortes difficultés économiques avec la crise du couteau dans les années 95-2005. Nous travaillons en ce moment au sein du parc, en particulier avec la nouvelle école de sociologie de l'université Clermont-Auvergne, qui va faire une monographie sur 5 ans sur l'ensemble du bassin thiernois. Et il va y avoir un véritable échange entre les chercheurs et justement le parc et l'ensemble des élus de ce territoire pour essayer d'aller vers autre chose que ce qui existe actuellement. C'est-à-dire que typiquement, nous avons une problématique générale au sein du parc qui est la thématique de la pauvreté. J'ai fait faire une carte dernièrement. Vous dites volontairement pauvreté, pas précarité. Alors, j'utilise le terme pauvreté dans un sens très comptable, INSEE du terme, puisque en fait la carte que j'ai fait sortir, c'est le niveau de vie par commune. Et en fait, nous avons sur des parts importantes du livradois et une part importante de la montagne thiernoise, des poches de pauvreté très, très préoccupantes. Et nous savons en particulier qu'il ne peut pas y avoir une économie viable dès lors que la population n'a pas les moyens de consommer et de vivre dignement d'une certaine manière. Voilà. Merci pour la clarté de vos propos, Stéphane. Laurent Bonnard, comment ça se passe avant d'en arriver à vos études dans la Comcom cœur de Lozère? Peut-être dire en premier lieu que alors ça se passe bien au sens où la mission économique que j'anime n'existe que depuis 2015, donc c'est une récente création au sein de la communauté de communes. En un mot, sans rentrer dans le fiche, oui. Combien de communes, combien d'habitants? Alors cette commune, un peu plus de 15 000 habitants, donc on est dans les micro collectivités, enfin je parle sous couvert de grands élus là, qui m'entourent, mais on est dans un système aujourd'hui, en tout cas sur le département de la Lozère, mais je pense qu'on vérifiera assez rapidement que c'est le cas dans beaucoup de départements très ruraux, où il y a très peu, je crois que d'ailleurs en Lozère, je pense pouvoir dire qu'il n'y a qu'une seule mission économique au sein de collectivités territoriales, type Comcom. Donc je suis récemment arrivé moi sur Mende pour créer de toutes pièces cette mission développement éco. Donc au tout début, il faut une forte volonté politique. Alors il faut une forte
volonté politique, il faut aussi des opportunités, de pouvoir compter sur de l'ingénierie qui accepte, et c'est pas un vain mot, de se déplacer sur des territoires qu'on peut qualifier d'éloignés ou d'enclavés, en tout cas qui sont pas forcément attractifs dès le départ pour des cadres de l'ingénierie territoriale, et peut-être je le préciserai dans mon propos tout à l'heure. Donc c'est une volonté, une opportunité, l'acceptation de cadres de venir sur ces territoires. Et c'est peut-être aussi pour ces raisons-là qu'on a des difficultés pour retrouver dans d'autres collectivités autour de nous des chargés de mission sur des missions de développement éco. Donc ça, c'est un vrai constat que moi je fais à la fois dans les réseaux que j'essaye d'activer sur le département de la Lozère, mais que je vérifie aussi dans le cadre de la recherche que je mène depuis un an auprès des élus des très petites communes, puisqu'ils ne peuvent, je pense pouvoir l'affirmer, je le confirmerai dans quelques mois, ils ne peuvent que très peu s'appuyer sur de l'ingénierie du développement, alors développement éco, mais de façon générale, de l'ingénierie de projet sur leur territoire. Ça m'amène, moi, à constater, d'une part, effectivement, un glissement historique, alors une montée en compétences, mais je pense que vous avez dû en faire le constat ce matin, j'étais pas à vos travaux au début de matinée, mais des prises de compétences successives qui se sont accumulées pour les collectivités, qui ne sont pas forcément suivies des moyens humains pour les prendre en charge, hormis les directeurs généraux de services ou les DGA quand il y en a sur les plus grosses intercos. Mais on a accumulé effectivement des compétences obligatoires pour les collectivités territoriales qui ne sont pas animées, ou en tout cas qui ne trouvent pas forcément, en termes de ressources humaines, du personnel pour pouvoir en prendre la charge facilement. Donc ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Et en parallèle de ça, une ingénierie d'État, les anciennes ATESAT qui ont disparu, qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce de vide assez impressionnant de ce point de vue-là. Quand un élu ou un directeur général des services veut faire appel à de l'ingénierie sur un projet, quel qu'il soit, alors, développement éco ou autre, ça peut être de l'urbanisme, ça peut être... aujourd'hui, il se retourne vers pas grand monde, hormis des cabinets privés, qui font que... Alors ça serait d'ailleurs une étude à mener. C'est-à-dire que vous nous dites clairement que l'ingénierie d'État, le relais des SGAR, le relais des préfectures ou des sous-préfectures ne fonctionne pas, n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas dans l'accompagnement et du projet. Elle est dans la réglementation, dans le suivi, parfois des fois coercitif d'ailleurs. Est-ce que plus clairement vous nous dites qu'il y a des professionnels, c'est pas du tout une critique ni un reproche, mais des professionnels qui, compte tenu de la multitude de leurs tâches, ne sont pas formés pour ce genre de pratique d'ingénierie? Au sein des collectivités, oui, c'est évident. Oui, et au sein de l'État. Et au sein de l'État, il y en a probablement. Moi, je ne les connais pas parce qu'ils n'ont pas cette mission et ils en sont loin. Et parfois, ils sont partis d'ailleurs, puisque dans nos départements très ruraux, une des autres difficultés que l'on peut pointer, c'est effectivement le fait que, on va dire, la ressource, je parle en termes économiques là, mais la ressource qualitative en matière d'ingénierie d'État, mais en termes d'ingénierie de projet dans les départements tels que les nôtres, eh bien, souvent, elles sont plus dans nos départements. Elles sont parties dans les grands centres urbains, elles sont parties dans les grandes collectivités, soit pour des raisons de carrière, et c'est pas péjoratif de le dire, mais c'est peut-être un peu trivial, mais on récupère parfois des agents de l'État qui sont là soit parce qu'ils finissent eux-mêmes leur carrière, soit parce qu'ils débutent leur carrière et qui ne sont pas forcément formés ni n'ont pas forcément l'expérience pour pouvoir apporter un appui significatif. Et, voilà. Et je répète, c'est plus dans leur mission. Ils sont plus dans une mission d'accompagnement. Sans entrer tout de suite dans le cadre de votre étude avec les élus, est-ce que vous vous trouvez face à des élus qui nous disent l'État sur ce domaine de l'ingénierie et du conseil est moins présent, a moins de moyens qu'il y a 15 ou 20 ans? J'ai jamais eu cette discussion-là comme ça, voilà, de façon explicite, mais de toute façon, en discutant avec les élus, il y en a dans la salle, je pense que c'est assez clairement, le constat est facile à faire.
Oui, il y a aujourd'hui, et puis c'est pas source de polémique pour le coup. Voilà, il y a eu effectivement un processus de carence qui s'est organisé au sein de l'État, et ils sont plus dans cette dynamique d'accompagnement des projets. On fait plus de la dentelle avec les élus, quoi. On rappelle de la réglementation, on rappelle des cadres d'appel à projet, on rappelle éventuellement on sanctionne si la délib n'est pas rédigée correctement. Voilà. Enfin, on n'est pas dans cet accompagnement-là, et je pense que ça c'est une vraie difficulté pour les territoires qui sont démunis d'ingénierie territoriale. De nos réflexions. Alors après, donc le contre-coup de ça, c'est effectivement des coûts. Quand véritablement l'élu a besoin d'ingénierie, il fait appel à des cabinets, il fait appel à la compétence externe qui lui coûte, qui parfois lui coûte cher. Moi, je me suis amusé une année de budget à faire les additions du coût d'externalisation de l'ingénierie, tout confondu, pas que sur le développement éco, mais on a de quoi créer, alors je le dis au passage, je le dis aux élus des fois, mais on a de quoi créer éventuellement d'ailleurs des postes. Avec 50 ou 70 000 euros par an, alors c'est des petites sommes rapportées comme ça, mais on peut avoir effectivement de l'ingénierie, alors peut-être pas sur des temps complets, peut-être on peut partager des choses, mais il y a peut-être ces choses à regarder. Simplement, la difficulté pour les élus de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement recruter un agent dans une collectivité aujourd'hui, avec les difficultés que vous connaissez des budgets des Comcom, des communes d'ailleurs, c'est pas évident. C'est-à-dire que faire appel à un cabinet privé, c'est effectivement mettre de l'argent sur la table, mais c'est ne pas avoir la charge d'un agent territorial sur le dos pendant 40 ou 45 ans. C'est ne pas avoir la charge, mais aussi peut-être ne pas être dans la co-construction. Voilà, avec les difficultés des cabinets qui sont, je n'ai pas peur de le dire, puisque j'en fais d'ailleurs des fois le constat moi-même dans ma communauté de communes, des études qui arrivent un peu copier-coller, avec des gens qui arrivent de Paris, enfin je sais pas, j'ai rien contre les Parisiens, mais et qui débarquent au jour sur la collectivité. Là, on a actuellement, là, d'ailleurs mardi, un atelier de territoire qui s'installe à Mende avec un cabinet dont je tairai le nom, mais qui va venir de Paris avec venir expliquer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, et qui on espère que ça va bien se passer, mais on est quand même dans toujours cette difficulté d'avoir du cousu humain. Moi, ce que j'appelle le cousu humain, quand on a un agent qui vit sur place, c'est quand même plus simple et plus facile pour le faire travailler. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que, et j'ai noté que mon voisin de gauche avait l'avantage, qui était très important à mon sens, de pouvoir s'appuyer sur un document, programme, qui s'appelle une charte dans un parc naturel, mais qui peut s'appeler un projet de territoire sur un pays ou sur une communauté de communes. Et le deuxième constat que je fais après avoir dit que l'ingénierie publique avait à peu près disparu, c'est que très peu de territoires, et je suis en train de compléter une étude là auprès des élus ruraux, s'appuient sur des projets de territoire. C'est-à-dire très peu d'élus s'appuient sur des textes, sur la rédaction, sur le partage d'un document programmatique, y compris sur un projet de territoire complet, et rédigé, partagé, y compris peut-être pourquoi pas voté en assemblée. Donc les mairies en ont... Alors, à la différence près que souvent les maires, quand ils sont d'une taille qu'il faudra regarder, mais peuvent s'appuyer sur un document type document de campagne, donc ils peuvent avoir un programme, mais qui reste souvent assez léger, et puis qui ne rentre pas forcément dans les détails programmatiques. Ils peuvent avoir un document de campagne, sur lequel qui va les guider pendant 5 ans, mais à l'échelle intercommunale, il y a très peu. Alors, il faudrait faire cette étude. Là, je suis en train de le recenser. Moi, j'ai noté aujourd'hui sur 350 questionnaires qui sont revenus, 57,8% des élus des communes très rurales déclarent ne pas s'appuyer. Alors, vous allez me dire, il y en a 40, je n'ai pas calculé la différence, 43,2 qui en bénéficient, mais voilà, la majorité n'ont pas de document support à une politique et à un projet de territoire. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je pense qu'il faut qu'on arrive à évoluer.
Alors ça va avec l'ingénierie, parce que quand on s'appuie sur de l'ingénierie territoriale, on peut petit à petit progresser sur ce plan-là. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma collectivité. Pour autant, avec des élus qui ont un bon niveau de formation, qui pour la plupart sont aujourd'hui des élus retraités, je parle toujours des petites communes rurales. Donc, manque d'ingénierie publique, manque d'ingénierie propre, pas de documents support projet. Et c'est moi le point sur lequel je suis à la fois dans la recherche mais aussi un peu militant, manque probablement de formation, parce que pour piloter un ingénieur public ou un ingénieur territorial, pour aller récupérer un peu d'argent, pour coller aux réalités du terrain et donc construire un projet de territoire, il faut qu'on ait des élus qui sachent passer la commande. Un élu qui a été directeur d'école pendant 45 ans, quand on lui demande de rédiger un cahier des charges pour une étude d'ingénierie sur les énergies renouvelables sur son territoire, il est un peu désemparé, quoi. Et je crois que moi, l'objectif, en tout cas, de mon travail de recherche, c'est aussi de montrer que les élus ont besoin, ils le demandent. Alors je sais que ça fait partie des dadas du président de l'association nationale qui est à côté de moi. Ils demandent de la formation, elle n'est pas institutionnalisée, il en existe, il y a possibilité pour les élus de se former, en fonction de leurs appartenances d'ailleurs, souvent politiques, ils ont accès à des organismes de formation. Mais moi je pense qu'il y a besoin, pour les petits élus, je dis petits élus, n'y voyez pas de caractère péjoratif, de pouvoir accéder à des formations, y compris des formations conséquentes, lourdes. Alors je sais qu'il y a DT l'organise aussi à Clermont, mais ça c'est un vrai... pour moi c'est le troisième pilier de la réussite du développement local, c'est-à-dire pouvoir effectivement avoir des élus qui sachent passer la commande, qui sachent aussi dire à leurs ingénieurs non mais c'est pas de ça dont on parle, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas le projet de la collectivité sur lequel tu es en train de nous emmener là. Je rectifie, c'est dans cette direction-là qu'on veut aller, parce que on a aussi, j'en suis l'exemple précis, des fonctionnaires ou des chargés de mission qui aménagent largement la manière dont ils ont envie de travailler et les projets sur lesquels ils ont envie de bosser, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça. Et l'élu, il est un peu là-dessus coincé quand il n'a pas la capacité à lui dire... Sur cet aspect du développement local global et du développement économique en particulier, est-ce que vous ressentez de la part des élus, on l'entend souvent sous la formule conversation de bistrot, il y a trop de textes, trop de... On a d'ailleurs vu des choses intéressantes tout à l'heure sur le SRADET et le SR2I. Est-ce que vous sentez un maximum d'élus qui vous dit il faudrait moins légiférer mais mieux légiférer? Les élus, ils approchent pas c'est pas l'angle. Ouais, je pense que l'élu, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir passer commande de façon éclairée et pouvoir, entre guillemets, driver une équipe ou driver quelques ingénieurs territoriaux de manière à aller dans le sens souhaité politiquement par lui-même et par ses corréligionnaires au sein de la communauté de communes. Après, le détail de la réglementation qui a évolué, des textes, elle lui appartient pas véritablement. Qu'il sache qu'effectivement il y a un poids, une lourdeur administrative, de toute façon il en prend assez vite conscience. Mais ça c'est le travail de l'ingénieur territorial, c'est le travail du DGS, c'est le travail du chargé de mission que de se dépatouiller dans ce... Il faut qu'il puisse être formé au fait que ça existe, au fait que c'est complexe, que ça demande du temps long. Ça aussi, c'est une des caractéristiques du travail dont on a parlé tout à l'heure sur le développement économique. Que ça demande des objectifs précis. Des objectifs précis, donc le projet rédigé, en tout cas les grandes directions. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il soit assez précis, ce projet. Et puis du temps. Donc un projet de territoire, c'est pas un projet sur 5 ans. C'est un projet sur 15 ans, 20 ans. Et nécessairement, l'élu, il faut qu'il arrive à se projeter. Pour qu'il se projette facilement, il faut qu'il puisse avoir un peu de recul et un peu de formation pour pouvoir faire les choses dans de bonnes conditions et pas être embarrassé et contraint par toute une série de difficultés de gestion du quotidien. Voilà, je crois qu'il y a véritablement besoin d'ingénierie et je dirais même que
il y en a même plus besoin, de mon point de vue, parce que difficulté à recruter, ça fait partie des points de difficulté. Faire venir des cadres de bon niveau sur nos territoires très ruraux, c'est ce que je disais en introduction, c'est une vraie difficulté pour nos territoires. Il faut y mettre le prix, donc les moyens qui vont avec. J'ai d'ailleurs une petite idée que je fais progresser auprès de quelques élus qui pourrait être d'adosser à des demandes de subventions, à des demandes de financement nationaux systématiquement. Alors il faudrait qu'on travaille sur les critères, mais la possibilité d'avoir une majoration, un bonus de subvention d'une 30% pour pouvoir se payer de l'ingénierie sur le territoire. Il me semble que si au niveau national et au niveau régional, à chaque fois qu'il y a une subvention de 100 000 euros sur un projet, on en rajoutait 30, alors je sais bien qu'on n'est pas à l'heure de ce genre de dépenses, mais je pense que c'est un des points fondamentaux du développement des territoires ruraux aujourd'hui en France. Merci Laurent pour ces propos. L'ingénierie, Patrice Joly, vous connaissez, ça fait partie d'ailleurs des thèmes que vous développez et des rapports que vous remettez actuellement dans le cadre de votre présidence des nouvelles ruralités aux différentes instances ministérielles et gouvernementales. Vous, dans vos activités de président du Conseil général de la Nièvre passé ou de président, vous avez présidé un parc naturel régional, celui du Morvan, vous avez mis des choses en place. Pourquoi, comment, quels résultats ? On est obligé de mettre des choses en place au regard de la complexité du sujet, de la complexité éventuellement des projets qui nous sont présentés. Mais j'ai peur d'être un peu redondant par rapport à ce qu'ont dit mes prédécesseurs parce que je me retrouve dans leurs propos. Peut-être de manière préalable dire que la question de l'interventionnisme économique local, ça a une génération et pas plus. C'est quelque chose qui a démarré dans les années 80 petitement, mais contraint par la situation économique du moment, les élus se sont vus sollicités par leurs concitoyens pour créer de l'emploi, développer de l'activité économique. Puis il se trouve que c'était au moment où on leur donnait du pouvoir, en tout cas la décentralisation se mettait en place, et en tout cas nos concitoyens avaient entendu dire qu'on donnait l'autonomie aux élus de faire ce qui était utile pour leur territoire en leur déléguant des pouvoirs. Donc ça a une génération, parce que ça s'est vraiment développé dans les années 90 de manière un peu plus fine sur le plan local, et on est aujourd'hui une forme de maturité, c'est-à-dire que tous les territoires aujourd'hui sont dans des démarches de développement et de développement économique. Enfin, la généralisation est à peu près faite aujourd'hui. Donc là aussi, c'est une culture qui est quand même relativement récente sur la manière d'intervenir. C'est une culture donc nouvelle pour les élus et nouvelle pour les entreprises, parce qu'on travaille aussi dans nos modalités d'intervention pour ceux qui vont porter les projets, soit développer leur activité, soit créer de nouvelles activités. Et là, on a affaire à un public qui est un public qui a besoin d'être accompagné justement par de l'ingénierie. Chefs d'entreprise, ils n'ont pas la culture de public, la culture de l'intervention. Le rapport au temps n'est pas non plus le même, et c'est un vrai sujet entre le temps des collectivités, du secteur public, et qui résultent des procédures et qui sont nécessaires, même si parfois on pourrait raccourcir un peu les délais, mais nécessaires à la bonne gestion publique, à la transparence de l'utilisation des deniers publics. On n'est pas tout à fait dans le tempo des entreprises qui ont besoin d'aller beaucoup plus vite, sont plus sur du court terme. Et puis, nos interventions aussi, elles sont le fait ou plutôt elles exigent d'avoir des projets construits, très construits. Et moi, je suis toujours été surpris dans mon activité d'élu et en rencontrant des chefs d'entreprise, c'est-à-dire que je trouve que la manière de concevoir les projets dans la sphère publique est beaucoup plus rigoureuse, exigeante, précise, fine, que ce que parfois décide. On a le sentiment, bien sûr que c'est pas fait à la légère, mais que les choses sont un peu plus spontanées, un peu plus au ressenti. Et c'est le paradoxe, c'est pas nécessairement l'image que l'on a en général. Et ça m'a surpris, y compris pour des entreprises petites, mais parfois moyennes. Bon, je connais un peu moins les stratégies des grands groupes. Ils sont sur d'autres logiques, et ils font d'ailleurs une erreur de ne pas être un peu plus territorialisés. Ils seraient utiles plus au territoire et un peu plus à eux-mêmes aussi, parce que parfois ils n'utilisent pas les ressources du territoire en matière de
de formation, d'employabilité, mais aussi de clientèle locale, voire de prestataires, de fournisseurs qui leur seraient plus utiles. Tout ça pour dire que l'accompagnement des élus, on en a beaucoup parlé, mais à côté de ça, il y a l'accompagnement également des chefs d'entreprise, de ceux qui développent leurs activités, quel que soit le secteur. Et c'est nécessaire de les accompagner parce qu'on a une complexification du cadre dans lequel on intervient au cours de ces dernières années qui est extraordinaire et dans lequel il est très difficile pour ceux pour lesquels on intervient puissent s'y retrouver, mais même pour nous-mêmes. Et on perd clairement beaucoup d'élus. Le cadre d'intervention aujourd'hui, ça a été dit, je serai un peu redondant avec ce qui a été dit dans la première partie de cette matinée, mais avec cette loi NOTRe qui a supprimé la compétence générale aux différents niveaux, communes, sauf pour la commune, mais département et région, a spécialisé des interventions, des capacités d'intervenir différentes selon les niveaux dans lesquels on était. Donc vous voyez la difficulté devant lesquelles peuvent se trouver des gens qui n'ont pas du tout cette culture administrative. C'est une réalité. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je plaide plutôt pour la compétence générale, y compris pour la compétence générale des intercommunalités, parce que je me demande comment, dans les années qui viennent, on va pouvoir faire un contrôle de l'égalité pertinent pour savoir si on intervient, si une intercommunalité intervient effectivement dans son domaine de compétence ou si ça relèverait plutôt de la commune ou l'inverse. On va avoir à faire du contentieux, mais on n'en aura même pas parce que les préfectures renonceront nécessairement, ce qui nous amènera peut-être à la suppression du contrôle de l'égalité, comme il y en a dans d'autres pays. On risque peut-être une chance d'aller vers cela. Et alors, ces schémas dont on a parlé ce matin, c'est assez infernal. Je veux dire, personne ne s'y retrouve. Je ne suis même pas sûr que ceux qui les élaborent s'y retrouvent. À l'échelle régionale, c'est une complexité pour maîtriser les sujets, je veux dire, de développement économique sur des régions qui sont des régions très larges, en particulier celles dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et donc, vraie difficulté pour que c'est une vraie efficacité, il faut que l'on ait que toutes les parties prenantes, territoriales, mais par secteur économique, s'y retrouvent et comprennent le sens global des stratégies qui sont développées et comprennent bien la place dans laquelle ils sont et la place qu'ils peuvent prendre pour la construction et la mise en œuvre de ces schémas. Donc, et ces schémas qui deviennent des schémas, ça a été dit, prescriptifs, c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de renforcer ça avec... Parler du projet de territoire, c'est important. On passe au SCOT, au PLU, PLUI, etc. Enfin bon, tout ça fait que ça, à la fin, ça limite et ça contraint les capacités d'intervention dans des domaines où il faut au contraire faire preuve de souplesse et d'agilité dans l'accompagnement, notamment de ce qui est nouveau, de ce qui sort du cadre classique, de l'ordinaire, du connu, l'innovation, la créativité, les évolutions. On nous dit que, alors j'ai un petit doute, mais sur les délais, mais 50% des emplois dans les années, donc des activités dans les années qui viennent, de manière assez rapide, vont être complètement nouveaux. Penser des schémas à 15 ans, même si je reconnais la nécessité et le caractère indispensable d'avoir une vision, mais une construction des perspectives qui évoluent en permanence au fur et à mesure où on avance, où on met un pied devant l'autre, on se redonne de nouveaux horizons en permanence pour tenir compte des évolutions de la société, en partie liées à l'évolution des technologies, de l'intelligence artificielle, enfin... Tout ça est devant nous et j'ai bien peur qu'avec nos cadres, on ne soit pas en mesure de galoper à bon rythme. L'ingénierie, ça a été dit, c'est l'ingénierie de projet territorial. Là aussi, on est intervenu au départ lorsque les élus étaient sollicités de manière un peu ponctuelle. Et puis il y a eu des stratégies, là aussi, qui se sont renforcées aujourd'hui, généralisées sur des projets territoriaux de développement. Et pour pouvoir le faire de manière efficace, il faut effectivement... Ce sont des métiers, il y a des méthodes, il y a des savoir-faire, il y a surtout du temps à consacrer pour faire en sorte d'accompagner les élus, voire de leur élargir l'éventail des spectres dans lesquels ils sont, mais des élus, mais aussi de la population. Sont des temps très importants, mais où il faut que les regards se croisent et que l'on sorte de la banalisation, parfois que l'on a de nos territoires, qui est la banalisation souvent de notre quotidien. On ne voit pas exactement les pépites qu'on peut avoir
et puis la manière, si on arrive à les identifier, la manière dont on peut avancer sur ces jeux-là. Je vous donne un exemple sur lequel je travaille aujourd'hui, parce que je continue effectivement à m'intéresser aux enjeux locaux de mon territoire départemental. Sur mon département et sur le canton que je représente encore, il y a sur un rayon de 15 km, on produit un tiers du sapin de Noël français. 1,5 million, 1,5 million. Et puis, il y a 2 ans, on se dit, mais on a 1,5 million sapins de Noël qui rentrent dans 1,5 million foyers, qui touchent 3, 4 ou 5 millions de personnes. Comment on peut générer une valorisation supplémentaire de ce vecteur qui est là et qui est dans les foyers, à un moment donné où on a envie de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, mais à l'époque, on commençait à parler un peu sérieusement des produits connectés, mais le sapin connecté, est-ce que ça ne serait pas une idée? Et c'est quoi le sapin connecté? C'est éventuellement le sapin, dans le cadre d'une économie soit peut-être d'une écologie d'ailleurs, mais d'une économie soit marchande, soit du partage, dans lequel on va proposer d'acheter ou d'échanger des produits de décoration. On va acheter ou échanger des éléments d'ambiance de décor, bien sûr encore, mais d'ambiance musicale, d'ambiance de conte. On va fournir ou échanger des éléments qui permettent de cuisiner, des produits alimentaires, et puis qui vont nous permettre d'identifier le territoire, ce territoire formidable du sapin de Noël et donc de Noël, c'est-à-dire un territoire qui ne peut être qu'un territoire où on est attentif aux autres, puisqu'on y produit ce sapin de Noël-là. Mais lorsqu'on est dans c'est parti d'une petite communauté de communes de 4000 habitants, et donc il y a une petite équipe de 3 ou 4 agents de développement différents. Et pour travailler sur un sujet comme celui-ci, il y a des enjeux technologiques. On choisit quoi pour connecter? Et comment on connecte? Des enjeux économiques. Tout ça nous renvoie à quel type de marché, de potentiel, des enjeux juridiques, c'est-à-dire dans quel cadre on le fait. Des enjeux humains, c'est-à-dire si on vend le sapin de Noël ou si à terme on le donne, parce qu'aujourd'hui c'est 35 millions de chiffre d'affaires, mais si ça permet au-delà de en faire 350, ça veut dire qu'éventuellement il vaut mieux le donner pour faire 350 millions que d'en avoir 35 millions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les producteurs pour qu'on continue à s'y retrouver, qu'ils soient valorisés humainement par rapport à leur travail? Parce que donner quelque chose, quand on a fait des efforts toute l'année, c'est pas très acceptable, c'est compliqué. Là aussi, donc comment ils sont partie prenante dans ce qui va mettre en place. Donc, pour monter ça, il faut de l'ingénierie. Et de l'ingénierie qui nous permet, à partir de ce qu'est la spécificité d'un territoire, on avait toujours pensé au cours des 50 dernières années que ça ne pouvait être que de la production et on le vendait. Et puis, selon les années, parfois c'était des bonnes années et d'autres c'en étaient moins. On a besoin de cette ingénierie pour justement sortir de la banalisation, penser les ressources du territoire, qu'elles soient naturelles ou culturelles, et des exemples avaient été donnés avant moi, comme autant de potentiel de développement. Et puis, peut-être redire une chose sur la question de l'ingénierie. Il y a cette ingénierie qui est d'animation aussi, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les acteurs du territoire croisent un peu leurs réflexions, que ça les conduise à travailler en commun sur des sujets sur lesquels ils n'avaient pas nécessairement jusqu'à maintenant travaillé. Producteurs de sapin de Noël, pour reprendre mon exemple, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas travaillé avec les hébergeurs, sauf que la région est un peu touristique aussi, mais qu'il y a des possibilités éventuellement de rouvrir sur une partie de l'année où il y a moins de fréquentation des hébergements, parce que pour permettre, ou en tout cas pour essayer d'attirer des gens qui viennent choisir et cueillir eux-mêmes leur sapin de Noël. Voilà quelques éléments de réflexion. L'ingénierie est fondamentale. Au niveau du département de la Nièvre, lorsque j'en étais président, on avait fait en sorte que dans les projets territoriaux, les contrats territoriaux avec les intercommunalités, il y a un financement de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on finançait un agent de développement généraliste, celui qui fait en sorte que l'on tisse les liens entre les différents éléments du développement, à la fois sur le plan économique, mais également sur les enjeux sociaux, environnementaux, culturels, etc. Et nous financions également, s'il y avait besoin d'une expertise complémentaire, des financements
des financements particuliers. Au niveau des pays, puisque 3 pays également, on mettait à disposition le responsable, le directeur du pays, et pareil, une enveloppe sur l'ingénierie. Et à l'échelle du département, nous avions monté une agence de développement économique comme dans beaucoup de départements. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec la loi NOTRe ? On a trouvé un petit subterfuge, c'est de se dire on a une société d'aménagement et rien n'interdit dans le Code général des collectivités territoriales qui a en son sein une mission d'accompagnement économique. On a trouvé une disposition du Code général des collectivités territoriales qui permettait ça parce qu'il est il faut dire que vous êtes de formation magistrat. Oui, ça ne nie pas, mais je le dis, c'est les services qui ont trouvé ça et j'ai plutôt validé les choses. Mais je me suis bien attaché à ne pas rester, parce que j'étais pas professionnellement là pour ça, de ne pas rester dans le cadre juridique. Les sujets juridiques, il y avait des services qui le faisaient et sûrement mieux que moi parce qu'ils y consacraient plus de temps. Parce qu'il est nécessaire aussi qu'à l'échelle du département, on ait une expertise complémentaire, une maturité un peu plus grande sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, même si effectivement le département n'est pas compétent, ça n'est pas à l'échelle d'une grande région et ça n'est pas une des plus grandes, la Bourgogne-Franche-Comté, que l'on peut avoir cette proximité. En tout cas, la région n'a pas fait le choix d'une équipe suffisamment proche. Il y a un lien, une présence sur place qui est le lien avec la région et ce qui est plutôt très bien, mais qui n'est pas en mesure d'accompagner finement les projets sur le plan territorial. Les choses évolueront peut-être, mais jusque-là, le maintien d'un niveau départemental en matière de développement économique sur des territoires ruraux, la Nièvre de 115 000 habitants, des intercommunalités qui ont en moyenne moins de 15 000 habitants, une agglomération qui en a 70, même dans ces intercos, on n'aura jamais le niveau d'ingénierie suffisant. Peut-être dire un dernier mot sur la question de l'ingénierie interne ou externe. Je pense qu'il faut les deux. On a besoin d'une ingénierie du quotidien qui est là, qui est permanente, avec laquelle on construit notre projet territorial et qui est en résonance et en échange permanent, qui nous permet d'avancer et sert effectivement de faire appel à des expertises fines, ponctuelles, dont on n'a pas besoin en permanence. Ce que je regrette parfois, c'est que sur la question des financements, ça a été évoqué dans la période dans laquelle on est, la question est importante, c'est qu'on a parfois des financements pour faire appel, même à une ingénierie un peu de long terme, en tout cas de moyen terme, à des financements. Si on a un prestataire extérieur, on n'a pas de financement si c'est un recrutement par la collectivité, même par contrat. Et ça, c'est un peu dommage, parce que vraiment... et puis, dernier point, parce que ça, j'y tiens aussi, l'ingénierie, c'est une dépense de fonctionnement. Franchement, quand on travaille sur le long terme, ça doit être une dépense d'investissement. Le cadre comptable, aujourd'hui, qui s'impose à nous, n'est pas le cadre comptable qui convient à la réalité de ce que ça représente en capital intellectuel, en matière grise mobilisée. Et aujourd'hui, c'est aussi un frein, ce cadre comptable, un frein au développement de ces moyens. On se dit toujours qu'il y a de bonnes dépenses sur les dépenses de fonctionnement, les mauvaises dépenses sur les dépenses de fonctionnement et les bonnes sur l'investissement. Ça reste un peu en politique, il y a de bonnes et de mauvaises dépenses. Il se trouve comptablement, on dit qu'elles sont d'investissement ou de fonctionnement. De manière juridique, on se dit qu'elles sont obligatoires ou facultatives, mais en politique, c'est bon ou pas bon, c'est tout. Et donc là, il y a, en tout cas sur le cadre comptable, il y a un sujet à traiter. Patrice, ça fait partie dans vos activités de parlementaire et de président des Nouvelles Ruralités, avec les différents rapports que vous remettez actuellement au gouvernement, des priorités, là, vos conclusions. Sur l'ingénierie, effectivement, avec l'association a vocation à produire des documents. C'est une association donc qui à la fois essaie de forcer la réflexion sur les territoires ruraux, sur la réalité de nos territoires aujourd'hui et leur potentiel pour l'avenir, changer la représentation qu'on peut avoir des territoires ruraux, qui est parfois une représentation passéiste ou une représentation un peu peut-être par trop poétique, même si la poésie est importante, parce que si on ne rêve pas, on ne peut pas construire l'avenir. Et donc, c'est pour ça que ça m'avait conduit à avoir dans mon cabinet de recruter un poète, comme poète, c'est-à-dire quelqu'un qui nous aide à penser l'avenir. Si on n'avait pas rêvé le vol, on n'aurait jamais construit l'avion. Il faut garder ça en tête. Donc, je disais, l'ingénierie est importante. Et dans une des propositions que nous avons faites, que nous avons remis
dans le cadre de l'association, mais avec une trentaine d'autres associations, il y a quelques semaines au gouvernement, qui nous avaient sollicité. La question de l'ingénierie, bien évidemment, était au cœur de nos demandes, c'est-à-dire faire en sorte que l'État mette en place ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire son agence nationale de la cohésion des territoires, qui se va être un peu sur les territoires ruraux, ce qu'est l'ANRU sur les territoires urbains, c'est-à-dire avec une partie ingénierie, une partie capacité à intervenir. Ça me paraissait important. Il faut que cette agence soit une agence facilitatrice, parce que ça a été dit avant moi, on ne peut plus s'appuyer sur les services de l'État comme on le faisait par le passé, par défaut, et un État qui redevient censeur, ça a été dit, et c'est la réalité. Ça n'est pas faire un procès aux agents qui essaient de faire leur travail, mais ils n'ont plus le temps d'accompagner les collectivités locales. Donc ils n'acquièrent pas la culture non plus qui est celle des élus, qui a complètement changé, qui est dans des dynamiques particulières. Et donc il faut que cette agence, en tout cas, s'organise pour que les services de l'État soient, ou plutôt organise les services de l'État pour qu'ils soient accompagnateurs des élus, plus que censeurs. Parce que quand on n'a plus le temps, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose, effectivement, on regarde si les règles sont correctement appliquées. Alors que si on avait accompagné les projets depuis le début, on aurait fait en sorte qu'ils rentrent dans les cadres légaux. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas respecter la loi, mais parfois il suffit simplement d'adapter. Mais quand on arrive à la fin, comme ça a été dit par un collègue tout à l'heure, on dit non, ça ne va pas pour telle et telle raison, c'est plus que gênant, c'est insupportable. Il faut dire les choses comme elles sont, alors qu'on aurait pu parfaitement les faire évoluer dans un cadre qui aurait permis à la fois d'atteindre l'objectif qu'on a souhaité atteindre, mais de le faire dans les bons cadres réglementaires et légaux. Merci Patrice. René Souchon, on en vient à vous. Vous avez toujours été très clair, très méthodique, et finalement, on est beaucoup sur une question de méthodologie avant d'en arriver à l'innovation. Ou si on veut faire de l'innovation économique en milieu rural ou ailleurs, il faut de la méthodologie. Oui, bien sûr, et c'est même un aspect clé. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Chéniaud ce matin. Toutes, d'ailleurs, elles sont de grande qualité. J'en félicite les organisateurs. Mais justement, M. Chéniaud a essayé de montrer avec succès ce que peut être une méthode rigoureuse, réfléchie, pour générer du développement territorial. En fait, ce que j'ai constaté, comme vous tous d'ailleurs, c'est que si on prend l'échelle communale ou mieux maintenant intercommunale, les logiques de développement ont souvent été dans le passé presque toujours des logiques d'aménagement et pas de développement. Moi, je suis partisan de changer ces termes de ministère de l'aménagement du territoire, parce que je considère que la France, en tout cas au niveau de ses collectivités, elle est largement aménagée. D'ailleurs, le travail qui reste à faire en matière d'eau, en matière d'assainissement, en matière de zones d'activité, en matière de, je pourrais ajouter les salles polyvalentes, etc. Tout ça est largement fait et réalisé. Aujourd'hui, quelle est la problématique dans nos territoires à faible densité de population? C'est de générer du développement. Parce que la priorité pour que les gens viennent, c'est d'abord l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut du développement. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut effectivement introduire beaucoup de méthodologies dans les stratégies de développement, dans le développement. Et il n'y a pas beaucoup d'outils pour le faire. Ça a été largement souligné. C'est l'absence de l'ingénierie. Alors, l'État a arrêté son ingénierie, mais de toute façon, en matière de développement, ils ont toujours été très mauvais. 40 ans d'élus, je peux le dire, c'était pas leur boulot. Et ils étaient très performants sur l'aménagement rural. Même quand vous avez été ministre. Oui, tout à fait. Et en plus, j'ai été inspecteur général de l'agriculture, membre du CGADD, c'est-à-dire là où il y a maintenant tous les ingénieurs territoriaux à la retraite. J'ai vécu quelques temps avec eux, pas longtemps, parce que j'en pouvais plus. Mais là, donc je connais les compétences et la limite des compétences. Donc l'État, avec les directions de l'agriculture et l'équipement, faisait de l'ingénierie d'aménagement. Bon. Ça, c'est une époque révolue, ça n'existe plus. Et maintenant, c'est le développement. Qui est responsable du développement économique au niveau institutionnel depuis la loi NOTRe? Ce sont les régions. Donc c'est les régions qui devraient aider, qui le font plus ou moins, plutôt moins que plus, les collectivités au niveau de cette ingénierie, mais j'aurai l'occasion d'y revenir puisque vous m'interrogez sur la méthode.
Donc, quand on est élu rural, petite interco, comme celle qui est Cœur de Lozère ou d'autres, 15 000 habitants, on a été directeur d'école pendant 45 ans, on devient élu, et puis il y a tous les gens qui viennent vous voir pour dire il y a un trou dans le trottoir, il y a le chien du voisin qui aboie, etc. J'en passe, tous les ruraux connaissent ça, mais vous passez votre temps à gérer le quotidien et vous avez la pire des difficultés à vous projeter sur l'avenir. Or, une stratégie de développement, c'est d'abord se projeter sur l'avenir. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont bouffés par le quotidien de se projeter dans l'avenir s'ils ne sont pas aidés. Et en plus, culturellement, ils n'ont jamais été préparés à cela. Et là, c'est le problème de formation des élus. On ne peut pas devenir du jour au lendemain, passer du stade de citoyen au stade de maire. Malheureusement, on le fait, mais ce n'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc on a des citoyens qui sont dans le quotidien, des élus qui sont dans le quotidien, et il faut bâtir une stratégie de développement. Et là, on a fondamentalement, je me répète, besoin de cette ingénierie, c'est-à-dire amener l'ensemble de la collectivité, des acteurs de la collectivité, à penser le futur. Mais on peut penser le futur que sur la base d'un bon diagnostic territorial. Vous l'avez appelé autrement, M. Chéniaud, mais c'est d'abord ça. Il faut faire un diagnostic territorial. Quand vous dites aux élus, il faut faire un diagnostic territorial, ils vous disent, mais moi je le connais, mon territoire. Et oui, ils connaissent des parties du territoire. Ils ne connaissent pas, je veux dire géographiquement, ils le connaissent parfaitement. Et même sociologiquement, ils le connaissent parfaitement. Mais ils n'ont pas une vision globale de la réalité qui pourront ensuite projeter pour élaborer une stratégie. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que lorsque j'étais président de région il n'y a pas si longtemps et que j'ai voulu mettre en œuvre les programmes FEDER pour les zones urbaines en particulier, j'ai obligé, entre guillemets, les collectivités à faire un diagnostic rigoureux avec des appuis universitaires, etc., et le présenter. Mais je peux vous dire que j'ai réussi, mais à la force du poignet, parce qu'il y avait, et à la force du chèque à la sortie, puisque de toute façon, s'il n'y avait pas de diagnostic et de projet de développement, il n'y avait pas de chèque. Mais je les ai contraints, et c'était des élus des communautés d'agglos, toutes, Aurillac, Le Puy, etc. Hein. Bon, le territoire, on le connaît, on n'a pas besoin de ça. Deuxièmement, derrière le diagnostic, qui doit être partagé, c'est l'écosystème que vous avez évoqué, M. Chignot. Moi, je parle de co-construction, vous l'avez évoqué aussi, mais ça, c'est la clé aujourd'hui. Parce que si le diagnostic territorial, c'est le travail d'un cabinet qui arrive et qui dit aux élus, avec quelques élus, voilà ce qu'est le territoire, voilà ce qu'il est, ça ne marchera jamais, vous ne bâtirez pas une stratégie derrière. Pas une vraie stratégie. Exemple concret. Dans mon bouquin, j'essaie de mettre en avant quelques pistes. Alors, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis originaire de la Lozère et j'ai passé l'essentiel de ma vie d'élu dans le Cantal, même si j'ai terminé dans le Puy-de-Dôme au niveau auvergnat. Vous avez un handicap majeur aujourd'hui qui est la démographie et le nombre de personnes âgées. Et moi, je dis, ce handicap, il faut le transformer en atout. C'est la silver economy. Sauf que silver economy, c'est un terme techno, l'économie des tempes argentées, et immédiatement, quand vous parlez troisième âge, quatrième, vous pensez à l'EHPAD, c'est pas du tout ça. Vous avez sur le territoire des personnes âgées, vous considérez que c'est un handicap, et bien moi je vous en fais un atout. Et ce qui m'a donné cette idée, c'est en allant il y a quelques années à Trévise, en Italie, où pendant des décennies, ils ont travaillé sur l'accueil de personnes à mobilité réduite. Ce n'était pas la silver economy, mais de la mobilité réduite à la silver economy, il n'y a pas un grand chemin à parcourir. Donc, vous faites un diagnostic, ou plutôt vous ne faites pas un diagnostic, et vous allez dire aux élus, je l'ai testé sur Aurillac, et celui qui est devenu ministre de l'Aménagement du Territoire aujourd'hui, Jacques Mézard, à qui j'ai passé la suite, puisqu'il a été mon adjoint pendant 12 ans et président de la communauté d'agglo, quand je lui ai présenté ça, il a levé les bras au ciel. Bon, c'est typique. Et si j'avais été dans une intercommunalité rurale présenter la silver economy, l'économie du troisième âge comme un avenir, on m'aurait rigolé au nez. Si par contre, vous faites un bon diagnostic partagé avec la population, vous allez peut-être y mettre 1 an et demi, mais vous allez mobiliser tous les acteurs. Vous allez, comme me disait M. Chéniaud, les envoyer les uns et les autres interviewer Pierre, Paul et Jacques. Puis on va se rendre compte que la silver economy, c'est 300 000 emplois à créer en France.
et qu'il vaudrait peut-être mieux les créer dans nos zones rurales plutôt que de laisser à d'autres le soin de les créer. Alors il y a des régions qui se sont engagées là-dedans. Il y a la Bretagne, je crois savoir, je n'ai pas regardé le détail depuis quelque temps, l'Aquitaine. Je pense qu'Occitanie doit être un peu là-dessus aussi, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment rentrés dans une démarche. Bref, vous faites votre diagnostic territorial, vous dites la silver economy c'est une piste, et à ce moment-là, on va tomber sur la deuxième étape du développement qui est la stratégie de moyen long terme. Vous vous dites 15 ans, moi je dis minimum 10-12 ans. Mais vous vous rendez compte, amener des élus à penser à 10-12 ans, s'il n'y a pas eu un bon travail avant et s'il n'y a pas un accompagnement, c'est pas possible. Et avec la population, c'est encore moins possible. Or, on a besoin d'elle. Tous les acteurs autour de la table. À mon avis, une stratégie à l'échelle d'une intercommunalité, c'est 2 ans de boulot. De réunions, d'échanges, de rencontres. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites un diagnostic et que vous élaborez une stratégie comme ça, surtout un diagnostic? Vous commencez par vous faire engueuler, entre guillemets. C'est-à-dire que la population et les élus, ils ne comprennent pas ce que vous leur dites. Donc ils vont vous traiter de tout. Et là, je me projette un peu sur la qualité de l'ingénierie. Une ingénierie, elle ne doit pas être simplement technique, ça doit être une ingénierie d'accompagnement au changement. Donc ça, c'est capital. C'est de la psychologie, c'est de la sociologie. Mais je pourrais citer nombre d'exemples où je me suis confronté à ce refus, ce rejet, et où en insistant, à la deuxième réunion, ça va déjà mieux, à la troisième, ça va un peu mieux, et à la quatrième, on a compris. Bon, voilà. Donc, stratégie à 10-12 ans de développement, les grands axes. Et puis après, phase opérationnelle. Passer à des programmes opérationnels sur des durées plus courtes, compatibles avec les mandats d'élus. Moi, je considère qu'un bon projet opérationnel, c'est 3 ans. C'est pour ça qu'en région Auvergne, j'avais instauré des contrats de développement de 3 ans entre la région et les intercommunalités. J'y reviendrai dans un instant. Parce que moins de 3 ans, c'est pas possible. Et plus de 3 ans, ça veut dire qu'on vous amène un projet qui n'est pas mûr. Donc on n'est pas dans le projet opérationnel. À ce moment-là, on est encore dans la stratégie. Projet opérationnel, c'est par définition un projet qui décline la stratégie et qui est prêt, qui est mûr. Donc en 3 ans, si vous ne l'avez pas réalisé, ça ne va pas. Donc il faut pouvoir le réaliser à ce stade. Voilà, alors, l'ingénierie dans tout ça, je vais être encore plus concret. Moi, je vous dis, j'avais élaboré en région, parce que ça a été foutu en l'air par la nouvelle région, je ne vais pas plus loin dans mon détail, il y a eu un contrat de territoire passé entre la région et chacun des 16 pays d'Auvergne, après 1 an et demi de travail de diagnostic, de stratégie, et donc il n'y avait pas en Auvergne 2 contrats de développement qui se ressemblaient, puisqu'on partait des territoires, diagnostic territorial, et qu'on avait la stratégie qui n'était pas la même, et les programmes opérationnels derrière. Donc le contrat de territoire consistait à valider d'abord la stratégie, donc c'était un échange entre la région et l'interco, d'où la cohérence aussi qu'on recherchait avec le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, parce qu'avant le SRADET, il y avait déjà des schémas régionaux d'aménagement du territoire, donc nous en avions un, et d'ailleurs sur le SRADET, j'ai joué un grand rôle pour que, je m'excuse pour ceux qui pensent que c'est trop contraignant, mais quand je présidais la commission aménagement du territoire de l'Association des régions de France, j'avais beaucoup dialogué avec le gouvernement pour qu'on arrive à des SRADET qui soient intégrateurs et qui introduisent de la cohérence dans le développement en termes de stratégie. Alors je disais, donc des contrats de territoire, ça c'est un outil opérationnel dans lesquels j'avais prévu pour chacun des territoires en plus de l'ingénierie, du financement d'ingénierie à hauteur de 100 000 € par territoire pour pouvoir peaufiner la mise au point et la mise en route de ces contrats opérationnels. Et puis, nous avions un outil que j'ai créé en 2006, qui est mort en 2018, pour les mêmes raisons que celle évoquée, qui s'appelait l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne, unique en France. Il n'y en avait pas 2, il n'y en avait qu'une. L'agence régionale, le directeur a été licencié, il n'y a plus de budget, terminé. La région a pensé que l'ingénierie, ça ne servait à rien et que l'agence régionale de développement des territoires était inutile. Donc on fait des économies, effectivement, mais les territoires, ils n'ont plus de moyens. Donc il y avait un correspondant de l'agence régionale de développement des territoires par territoire et on apportait de l'ingénierie en tant que de besoin.
Parce que cette ingénierie, il faut qu'elle soit calée sur les spécificités du territoire. C'est pour ça qu'il est très bon, me semble-t-il, d'avoir un agent de développement dans le territoire, mais qui est un généraliste, ou équivalent d'agent de développement, qui va savoir ce qu'il faut aller chercher comme compétences. Mais là, avec l'Agence régionale de développement et territoire, on avait des compétences à l'intérieur et on proposait d'aller chercher le consultant spécialisé en tant que de besoin. Par exemple, si c'était le tourisme, eh bien, le tourisme, c'est pas la silver economy. Donc, on allait chercher le spécialiste et de tout gratuitement pour le territoire. C'était mis à sa disposition. C'est voilà. Ça le nœud aussi, l'articulation interne-externe. Toujours aller chercher des compétences, il faut et puis un peu d'oxygène aussi à l'extérieur. Je crois que c'est notre ami Joly qui l'a dit. On peut pas, ou peut-être, excusez-moi si je me trompe, on peut pas avoir toutes les compétences dans une collectivité même importante. C'est impossible. Ou alors, on arrive, quand on veut tout avoir, je vais prendre l'exemple des agents de développement, des vulgarisateurs dans les chambres d'agriculture. Si on n'arrive pas à changer le modèle agricole, c'est que les gars, on les recrute, ils savent faire du lait, ils ne savent pas faire autre chose. Hein. Puis ils savent faire du lait de telle façon, ils ne savent pas le faire autrement. Oui, mais ça ne marche plus dans une société qui évolue à toute vitesse. Donc, je pense qu'il faut cet agent de développement, qu'il soit ingénieur ou pas, peu importe, ou qu'il ait été formé à l'université, ou dans des... Voilà, un agent de développement, et qui soit, lui, le permanent, capable d'aller chercher l'ingénierie qui convient, la compétence qui convient. Il faut une grande souplesse. Donc avoir toute la compétence dans la collectivité pendant toute la durée de vie des compétences, ça ne peut pas marcher. Parce que la compétence d'aujourd'hui, c'est plus celle dont on a besoin demain. Donc j'insiste beaucoup sur ce point. Et puis, moi je ne veux pas être trop long, il faudra m'arrêter. Je voudrais signaler l'exemple des programmes LEADER. Les fonds européens, dont les méthodologies et les outils. Je trouve que les programmes leaders de dernière génération, 2014-2020, sont, par rapport aux contraintes posées par l'Europe, excellents. Si vous allez sur le territoire, on va vous dire c'est trop compliqué, on n'y comprend rien, on n'y arrive pas. Ce qui est vrai d'ailleurs, on n'y arrive pas. Mais on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas d'ingénierie. C'est toujours pareil, on se mord la queue. C'est-à-dire que l'Europe, elle l'a fait pour le FEDER, elle le fait pour le FEADER. Elle exige qu'on ait des visions de long terme, qu'on ait des stratégies et qu'on ait des programmes très concrets. Donc, si l'habitude, c'est d'aller chercher de la subvention dans un territoire rural, on ne rentre pas dans ces projets globaux. Dans les programmes leaders, j'ai fait le point la dernière fois, parce que avant que M. Devesne m'invite à participer à ce colloque, je faisais un certain nombre d'autres choses. Donc, la dernière fois que j'ai fait le point sur les programmes leaders en France, c'était au mois d'octobre. On en était au démarrage de 2014-2020. Remarquez, ce n'était pas que la faute des territoires, puisque le gouvernement français qui discutait avec l'Europe n'avait validé les programmes français que fin 2016. Donc pour une 2014-2020. Hein, ouais. Donc ceci dit, ça démarre très lentement et c'est très difficile. Pourquoi c'est difficile de mettre en œuvre un programme leader, alors que, mesdames, messieurs, vous le savez sans doute, mais il y a 1,5 à 2 fois plus de crédits pour la génération 2014-2020 qu'il y en avait dans la génération précédente. Donc, c'est pour ça que je m'insurge souvent quand mes collègues ruraux disent on n'a pas d'argent. Non, si, là, il n'y en a jamais eu autant. Jamais. Hein. Et chaque territoire leader en Auvergne et même en France a à minima entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros. C'est quand même pas rien. 2 millions d'euros pour conduire sur un territoire rural, parce que les villes en sont exclues des programmes de développement. Sauf qu'on ne le consomme pas. On n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce que c'est pas parce que c'est trop compliqué. C'est compliqué, je le conçois. Mais on n'y arrive pas parce que l'Europe dit vous devez aller chercher des partenariats avec le privé. Autrement dit, vous devez faire de la co-construction. Vous devez bâtir l'écosystème de M. Chéniaud. Vous devez le bâtir. C'est-à-dire, ce n'est pas que les élus, c'est tous les acteurs des territoires. Donc, vous comprenez bien que si vous avez fait votre diagnostic, si vous avez élaboré votre stratégie, c'est assez facile, à côté des programmes opérationnels, mettons que vous avez avec la région, d'avoir des programmes opérationnels complémentaires financés par Leader. Seulement, si vous n'avez pas encore une fois cette ingénierie pour
concrétiser ces programmes et pour monter les dossiers, vous n'y arriverez pas. Et c'est ce qui se produit. Alors vous avez des territoires qui se débrouillent très bien, qui y arrivent, et vous en avez d'autres qui n'y arrivent pas. Et il faut quand même savoir qu'on a renvoyé, dans les générations précédentes, de l'argent européen à Bruxelles, de l'argent qui était fixé, fléché sur les territoires ruraux pour incapacité à le consommer. Voilà, je m'arrête, mais c'est simplement pour démontrer la pertinence de cette ingénierie. Merci René, passionnant. Et encore, vous ne nous avez pas parlé des nouvelles technologies dans l'ingénierie. Mais là, on était reparti pour 1 heure. Hein. Voilà. Non, je ne vais pas partir de ces nouvelles technologies, mais quand on s'interroge, elles vont servir à la démocratie locale. Pour bâtir la construction, l'écosystème, pour faire de la co-construction, pour associer la population, si vous utilisez que les méthodes anciennes, réunion à tel endroit, ça ne marchera pas. Parce que vous allez avoir ceux qui sont présents à toutes les réunions. C'est quand on faisait des comités de ligne avec la SNCF, vous avez tous les cheminots à la retraite qui venaient vous dire qu'il fallait tel train à telle heure, mais les usagers, ils n'étaient pas là. Donc il faut utiliser les réseaux sociaux. Et il faut utiliser le débat par Internet sur des plateformes. Et là, ça marche, parce qu'il y a un besoin de communiquer. Il y a qu'à voir toutes les bêtises qu'on raconte sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses intelligentes aussi. Donc il faut accepter qu'il y ait les bêtises, et puis on prend au passage les bonnes idées. Et de toute façon, à partir du moment où vous dialoguez avec les gens, ils peuvent commencer par les bêtises, et puis ensuite, ils vont vous dire des choses extrêmement pertinentes. Allez, des fois, il vaut même mieux lire le journal. Oui, sur les leaders. Pablo Haquel, journaliste notamment pour la Gazette des Communes. La Gazette des Communes, on a sorti un article avant-hier, je crois, sur les fonds leaders, parce que l'association Leader France réclame un programme d'action d'urgence. Il n'y a que 5% qui ont été programmés sur 685 millions d'euros et 1% qui ont été payés. Enfin, ils pensent qu'ils peuvent y arriver, mais le problème est plus sur Osiris et l'ASP et tout ça. Il y a des problèmes techniques aussi. Mais il y a des gens sur le terrain, dans les territoires, j'ai interviewé, qui me disent moi, je crois qu'on n'y arrivera pas. Devant. Oui, Jean-Pierre Derras, Association Nouvelle Ruralité. Je voudrais rajouter un point par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure et que je partage complètement. Sur le développement économique. Je pense qu'on ne peut pas faire de développement économique sans les entrepreneurs et que la problématique de la gouvernance partagée qui associe les entrepreneurs qui peuvent être des chefs d'entreprise, mais qui peuvent être aussi des entrepreneurs dans l'âme, des développeurs. Et je crois que l'intérêt de la méthodologie qui a été développé par Franck Chéniaud tout à l'heure, c'est au travers d'une approche par fonction et non par niveau institutionnel de compétences, c'est de détecter les entrepreneurs. Et alors il y a des leaders, il y a des entrepreneurs divers, pluridisciplinaires finalement, mais c'est ça qui est intéressant. Et donc moi j'insiste là-dessus sur les méthodologies, les dispositifs, les organisations qui vont permettre d'associer les entrepreneurs sur un territoire vécu, puisqu'on s'intéresse au développement des territoires ruraux et qu'il faut parler de développement endogène. Il faut faire appel à l'innovation, se projeter, mais avec des gens qui vont porter cette méthodologie et ces axes de développement. Donc j'insiste beaucoup sur la notion de gouvernance partagée qui doit associer la sphère des élus dans toute la complexité de l'intégration par niveau et les chefs d'entreprise locaux, les développeurs locaux. Vous qui avez une expérience de directeur de département, de collectivité, est-ce que justement vous pensez qu'on pense pas assez souvent à l'interne, qu'on s'imagine toujours qu'il faut aller à l'extérieur, chercher notamment sur cette thématique de l'entrepreneur? Oui, on va souvent à l'externe, on fait souvent de la recherche externe, alors qu'on a des gens sur le territoire, alors qui ont peu de temps souvent. Il faut avoir des organisations souples
il faut travailler sans doute avec, pas forcément tous les entrepreneurs, mais ceux qui peuvent être mobilisés. Voilà. Et je le dis parce qu'on ne le fait pas suffisamment et que je constate que, comme ce qui a été dit tout à l'heure, on a souvent des organisations en tuyau d'orgue et les élus eux-mêmes ont tendance à réfléchir dans la sphère publique et à ne pas associer assez les créateurs en général. Voilà, donc... Merci. Une autre question, un autre témoignage ? Claude. Oui, je voudrais relancer René Souchon sur la question du numérique parce qu'on entend beaucoup de choses. Par hasard, je suis tombé hier sur l'émission d'FR3 où on voyait le ministre de la cohésion des territoires à Aurillac venir parler du numérique et dire qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à faire. Alors, René Souchon, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement le bilan du numérique sur la région Auvergne? De toute façon, la région Auvergne, elle a une avance considérable sur le reste de la France, elle la gardera, même si j'entends toujours des gens qui me disent « Ah ben oui, mais moi je ne l'ai pas, le très haut débit, forcément ». Ça met un certain temps à se déployer, puisqu'on a commencé... il faut quand même savoir que la région Auvergne a été reçu le premier prix en 2009 pour la couverture haut débit, hein, pas très haut, haut débit de l'Europe. Donc première région européenne en 2009. Et ensuite, en 2013, on a engagé le déploiement du très haut débit sous maîtrise d'ouvrage régionale en partenariat avec les départements, partenariat 50-50, sans demander un centime, je le précise, aux communes et aux intercos, ce qui est un cas rare en France, hein. Donc, les communes, les intercos qui veulent aller plus vite, alors évidemment, on leur dit « Ok, on peut aller un peu plus vite, mais à ce moment-là, il faut mettre un peu d'argent. » Mais sinon, non. Sauf que le déploiement, il ne peut pas se faire sur le territoire à la vitesse où on le voudrait. Donc, ça avance très vite et on est même en avance. Ils sont même en avance sur le programme qui avait été signalé pour l'arrivée du très haut débit, sachant qu'en Auvergne, on a fait le pari de la fibre optique d'entrée et qu'on a écarté certaines autres technologies, même si on les utilise à terme transitoire, qu'il s'agisse de la montée en débit sur fil de cuivre ou qu'il s'agisse du satellite, parce qu'évidemment, apporter la fibre optique dans un hameau, ça peut avoir un coût à la prise de 5 000 €, c'est-à-dire inaccessible. C'est exactement le même problème que celui qu'on a eu quand on a fait l'adduction d'eau ou l'électricité. C'est la même chose. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Donc, on peut dire que l'Auvergne déploie toujours avec son avance importante. Je dis l'Auvergne, pas Rhône-Alpes-Auvergne, parce que l'Auvergne a gardé sa spécificité en la matière. Le système est très différent de l'autre côté. Et si vous avez des départements comme l'Ain ou la Drôme, l'Ardèche sont pas mal, mais vous en avez d'autres, les Savoies par exemple, où c'est la catastrophe. Mais bon, l'Auvergne, ex-Auvergne, elle a son dispositif propre et elle va plus vite que les autres en fonction de ce qu'on a choisi et du pari qu'on a fait très tôt. Parce que dans les territoires ruraux, et vous en avez un excellent exemple dans le Cantal qui est Murat, quand vous avez une stratégie, j'en reviens, globale de développement, donc à 10-12 ans, en utilisant le numérique, vous arrivez à des choses exceptionnelles. Murat est arrivé et arrive à des choses exceptionnelles. On avait fait un bilan de l'apport, c'est tout à fait considérable, mais c'est pas one shot. Il y a des entreprises, des créateurs d'entreprises venus d'Allemagne, venus d'Angleterre, qui sont installés à Murat. Il y a régulièrement des... alors maintenant, ils ont même découvert cet été avec le tourisme et leur cocotte numérique, qui est un Fab Lab avec impression 3D, etc. Les touristes, quand il pleuvait, au Lioran ou ailleurs, hop, ils accouraient à la cocotte numérique, ils n'arrivaient plus à rentrer d'ailleurs, et donc les élus se sont rendus compte que c'était jouer le numérique, et notamment avec ce Fab Lab, c'était aussi un levier et un complément de l'activité touristique traditionnelle, parce que c'est vrai que quand il pleut à 1200 mètres d'altitude, on ne sait pas très bien quoi faire, sauf si on est auvergnat et qu'on a l'habitude de se balader sous la pluie. Mais ce n'est pas le cas des Parisiens. En vélo. Moi, je peux le faire aussi en vélo, oui. Merci. Madame. Donc, Isabelle Bisoire, Cap Rural, donc centre de ressources.
au service uniquement de la professionnalisation des agents de développement. Et donc nous étions sur le territoire rhône-alpin jusqu'à maintenant. Alors, quel souffle que cette table ronde, véritable plaidoyer pour l'ingénierie de développement local. Quel souffle! Mais justement, à un moment où nous constatons, par notre travail de terrain, que cette ingénierie, quand elle existe donc, ou quand elle existait, aujourd'hui est en souffrance, en doute, et en fait, soit sur le départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même des professionnels qui n'ont plus de poste à court moyen terme, ou déjà qui n'en ont plus, et donc qui partent vers d'autres professions, ou bien des professionnels qui sont amenés à de nouveaux postes, sur de nouvelles compétences, mais pas forcément de développement local. Des postes souvent plus techniques, des postes parfois de responsabilité de service dans des systèmes de hiérarchie très importants, dus notamment aux fusions, qui font qu'il y a des espaces parfois et des collectivités beaucoup plus grandes. Du coup, je voudrais vous poser la question, c'est les intercommunalités aujourd'hui apparaissent plus comme mettant en place des services, voire des super communes. Comment vous voyez l'avenir, puisque vous parlez de développement local? Quand est-ce que les intercommunalités, ou une grande partie d'entre elles, vont se remettre à faire du développement local? Est-ce que vous pensez qu'elles vont en refaire, que c'est toujours la bonne collectivité pour faire du développement local, et comment on va leur redonner les moyens d'en faire, y compris peut-être les moyens intellectuels, je ne sais pas. C'est la question du territoire de compétences dans le domaine économique. Mais oui, juste un bout de réponse, mais je pense que véritablement le duo gagnant, c'est l'interco et les régions et l'échelon régional. Et je crois que là-dessus, alors je parle de la région Occitanie que je connais mieux, mais ce qui a été mis en place, alors c'était le cas probablement avec René Souchon ici en Auvergne, mais en Occitanie, Aix, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, avec notamment les maisons de région, l'Agence régionale de développement économique, alors elle s'appelait Madeli en Occitanie, mais je ne sais pas ici quel était son nom, mais, et effectivement l'articulation par département, parce que c'est encore l'échelon qui paye le mieux au niveau de la proximité. Pour moi, il n'y a pas d'abandon du développement des territoires, du développement local. Et en s'appuyant effectivement sur le duo région-interco, donc agent de développement quand il y en a, DGS, des interco quand là il y en a forcément, et les échelons régionaux. L'exemple de l'Occitanie, c'est une maison de région par département et un délégué, je ne sais pas, alors je parle sous le couvert de la vice-présidente de la région qui est au fond de la salle, mais délégué de l'agence régionale de développement éco, qui vient en appui localement pour aider à l'émergence de projets et à l'accompagnement, parce que là on est dans de la dentelle, on est dans du cousu main, du terrain. Voilà. Et je pense que ça c'est vraiment pour moi je n'ai pas parlé de l'État, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que il vient après pour conforter, pour aider, voilà, pour signifier parfois qu'on est un peu en borderline. Et je pense que l'échelon régional, en tout cas c'est le cas en Occitanie, quand il permet aussi l'innovation et l'expérimentation, notamment en mettant en place des crédits d'aide à l'innovation, à l'expérimentation sur les territoires. Voilà, là on peut redonner du souffle. Enfin, vous parliez de souffle. Moi, on ne perd pas notre souffle. On a vraiment là un vrai ressort pour développer les projets locaux, parce que la compétence, elle est région et interco. Il ne faut pas l'oublier, les départements, effectivement, en sont sortis. Mais c'est sur ces deux jambes-là qu'on va pouvoir trouver de la ressource. Merci, Laurent. Patrice Joly, sur les territoires de pertinence. Ce que disait Madame, confirme ce qu'on disait, c'est la faible utilisation des leaders. Alors, il y a des problèmes de logiciels, etc. Faible utilisation des fonds FEDER, c'est-à-dire qu'on a depuis 2014 eu un grand trou d'air en matière de développement,
et qui s'explique pour des raisons liées aux fusions, mais aussi simplement d'évolution, de changement politique. 2014, beaucoup de municipalités changent, donc beaucoup d'intercommunalités aussi se trouvent à changer. Beaucoup de départements changent, donc là aussi les politiques changent. On rentre dans les fusions régionales qui sont obligées de se mettre en place, et tout ça prend nécessairement un peu de temps. Et puis il y a les fusions des intercommunalités, où là aussi ça c'est très lourd, et puis la proximité, c'est là qu'on fait que le développement opérationnel, fonctionne, avec des élus qui peinent à trouver leur place, les uns vis-à-vis des autres, avec des agents qui peinent à trouver leur place dans les organisations. Tout ça fait qu'on a effectivement ce trou d'air qui est une réalité. Et on y ajoute le fait qu'on a des intercommunalités qui deviennent, où l'activité de gestion prend une place beaucoup plus importante que l'activité de développement. C'est-à-dire on est passé, toujours dans les grandes catégories, d'une administration dite de mission qui était sur le développement, etc., à une administration qui est aussi aujourd'hui de gestion, en espérant qu'une fois, l'année prochaine, peut-être, en tout cas à partir du mandat, la fonction, plutôt l'activité mission, donc développement, reprendra le dessus sur le fond, qui doit être effectivement la gestion d'un certain nombre de services qui ont été confiés à la compétence des intercos. Mais on le ressent très bien. Et donc, effectivement, les agents de développement ne s'y retrouvent pas nécessairement. Si au surplus, des collectivités ont décidé d'être plus sur la gestion et moins sur le développement, si des collectivités ont décidé d'apporter, comme dans certaines régions, semble-t-il, moins de soutien au développement et plus à l'aménagement, pour reprendre la distinction de René Chouchon, ça s'ajoute encore à ce contexte politique et juridique institutionnel que j'évoquais. Merci. Monsieur. Oui, Jean Leterme, conseil départemental du Cantal. Tout ce qui a été dit, ce que je dirais, c'est plus mon point de vue en tant que technicien d'une collectivité territoriale. Je partage complètement ce que vous avez dit sur l'importance de l'ingénierie. Peut-être la question de la méthode est extrêmement importante. Méthode peut-être qui renvoie à mieux définir le mot ingénierie. On a défini ingénierie de projet, ingénierie du quotidien, ingénierie de stratégie. Il y a l'échelle de temps qui est également importante. Il y a peut-être également l'échelle de travail entre une commune, une intercommunalité, un bassin de vie, un département. Tout le monde va revendiquer une échelle particulière. Et là aussi, il y a peut-être à progresser au niveau du métier des gens qui travaillent il y a les élus, vous l'avez dit. Je parlerai plus des personnes que je connais, qui sont les fonctionnaires publics territoriaux. Il y a vraiment une évolution de nos métiers qui doivent s'appuyer, à mon sens, sur une meilleure connaissance des territoires. Parmi les agents des départements, on connaît trop peu les territoires. Pourtant, c'est la matière sur laquelle on travaille, comme si un médecin ne connaissait peu le corps humain. Donc on est un petit peu comme au XVIe siècle dans le corps médical sur le corps territorial. Oui, mais d'où l'importance du diagnostic. Le diagnostic, voilà. Mais il y a diagnostic et diagnostic. On parlait de copier-coller tout à l'heure. Je connais des diagnostics. On enfonce des portes ouvertes. On va parler de la pluviométrie, de la géologie, d'accord. Mais sur les ressorts psychologiques, sociologiques, économiques, culturels du territoire pour se projeter, comme vous le disiez, dans l'avenir, là, il faut vraiment un accompagnement, une formation des élus et également une formation des agents territoriaux pour qu'ils puissent prendre à corps leur carrière et leur métier. Pas leur carrière, leur métier. Et peut-être des nouveaux métiers comme ensemblier, décloisonneur. Un jour, je me posais la question. Après, se pose la question du portage de ce métier. Toujours cette question d'échelle. Et il faudrait trouver des médiateurs, une médiation quelque part pour qu'il y ait une certaine indépendance. À la fois, il faut co-construire, mais en même temps, il faut conserver des niveaux d'indépendance. Comme une médiation de la République, une médiation du territoire, qui emploie ces personnes pour agir sur les terrains, dès lors que les élus en font la demande et sont d'accord, bien sûr, pour une mission. Il y a peut-être Pour ça, la journée d'aujourd'hui, je remercie le président de l'IADT et Laurent Riotor. C'est vraiment une thématique extrêmement importante et totalement à très fort enjeu, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que les moyens budgétaires pour financer cette ingénierie a fondu comme neige
plus qu'au soleil. Alors, quelle définition vous donnez, vous interrogez? Quelle définition à titre personnel vous donnez d'ingénierie? Pour moi, à titre personnel, c'est vraiment un métier d'ensemblier, de décloisonneur. Des décloisonneurs, et vraiment, c'est une tête chercheuse. C'est-à-dire que ça demande un profil de quelqu'un qui est, lucide, curieux, qui est humble, et qui va à l'écoute des gens pour... il faut écouter, il y a une fonction de sociologie qui est extrêmement importante. Alors, bien sûr, il faut avoir les acquis. Quand vous consultez le site de l'INSEE, vous vous noyez dans des données. Il y a une telle richesse que vous êtes noyé d'emblée. Enfin, j'ai fait un travail pour le département du Cantal. J'ai sorti de nombreuses cartes. Mais vraiment, il faut savoir quoi l'on cherche. Et donc, il faut que cette personne-là puisse... c'est un accoucheur, c'est quelqu'un qui va faciliter l'expression pour que les choses, elles sont là. Et il faut qu'elles soient dites pour pouvoir construire et broder dessus. Donc, ensemblier, décloisonneur, mais se pose la question de l'échelle de son travail et de qui commande cette mission. Très bien, merci, monsieur. Oui, juste une aparté, mais... on parlait d'ensemblier. Moi, je pense aussi à la détection. Enfin, c'était l'exemple des sapins de Noël, mais la détection ce que j'appelle moi les signaux faibles, c'est-à-dire aussi avoir suffisamment de distance et un cadre de travail qui le permet, parce que René Souchon le disait tout à l'heure, il y a des élus qui sont dans le quotidien, dans la gestion y compris la nuit. Enfin, voilà. On aura l'occasion de reparler des élus locaux, mais il faut que le technicien et l'élu puissent aussi avoir ce recul, cette distance au terrain. On ne reparle pas de formation maintenant, mais et pouvoir détecter effectivement moi ce que j'appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les interstices dans lesquels il peut y avoir création de projets. Et juste un point sur ce qui peut aussi redonner un certain souffle dès demain au développement de projets de territoire. Je crois que l'actualité aujourd'hui de ce qu'on appelle la revitalisation des centres-bourgs est à mon avis un bon prétexte. Alors, c'est l'actualité, on en parle beaucoup, c'est aussi une vraie réalité dans les communes, dans les centres-bourgs. Et je pense que ça peut donner, ça peut redonner un effet de vigueur à des projets de développement. Moi, je le vois sur Mende. On a effectivement un atelier de territoire qui se met en place. On a l'école d'archi de Montpellier qui vient faire un diag. Voilà, je pense que sur ce sujet-là, qui est un prétexte, mais qui est un prétexte qui n'est pas un faux prétexte, qui est une bonne idée, on peut avoir effectivement une espèce de regain là, de vivacité du développement local. Et de là, peut-être partiront d'autres projets. Merci. Une dernière question. Juste un complément là, par rapport à ce que vient de dire sur la question des centres-bourgs, ou centre-ville, mais qui est aussi un thème que je suis à la Caisse des dépôts. Je dirais oui, tout à fait, si. Là encore, on sort de la seule logique d'aménagement. Voilà. Et en particulier, les centres-bourgs, c'est pas une OPA-RU avec des actions sur les espaces publics. C'est pas comme ça. Voilà, ça suffit pas à redynamiser. Mais voilà, avec cette condition-là, oui, d'accord. Effectivement, je pense qu'on peut tout à fait revivifier l'ingénierie du développement à travers ces dispositifs-là. Bien. Plus de questions. Merci, mesdames, messieurs. Retenons avec l'une des dernières interventions un terme fort, accoucheur. Vous avez été accoucheur et réenchanteur d'un très beau sujet. Grâce à vous, messieurs, à la tribune, voilà, nous avons progressé. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention.